Euh, on va commencer. On va commencer. Euh, Aujourd'hui, on est heureux de recevoir Alexis Hachin, qui est professeur à l'Université Laval. Alexis touche vraiment à beaucoup de choses dans le cadre de ses recherches. Fait que je vais le laisser le présenter comme tel, là, euh, les différents sujets auxquels il touche, puis de se présenter lui-même. Juste pour dire qu'aujourd'hui, il va nous parler de la valorisation du bois comme moteur de la restauration des forêts. Ça risque d'être très intéressant. Donc, Alexis, je t'invite à te présenter peut-être un petit peu plus et à y aller avec ta présentation. OK, mais super. Merci, Philippe. Merci d'abord de l'invitation. Je suis vraiment content d'avoir eu cette invitation-là qui me permet un peu de faire état. Là, je vais rassembler beaucoup des travaux de recherche que j'ai faits dans les dernières années dans les forêts feuillues pour vous présenter une réflexion, puis passer un message assez simple finalement qui est pas mal contenu dans le titre. Donc, pour juste vous me présenter un peu plus, je suis professeur à l'Université Laval depuis 2007. Et mon domaine de recherche est vraiment l'interface entre l'aménagement forestier et la science et la transformation du bois. Je suis directeur à l'Université Laval du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables, qui est comme un centre de recherche dans lequel, là, qui regroupe 14 chercheuses et chercheurs avec évidemment là, tous leurs étudiants gradués, des techniciens, et un groupe qui est localisé au pavillon Kruger de l'Université Laval et qui travaillent, qui ont en commun finalement dans leur thématique de recherche le fait de travailler à la valorisation au sens large du matériau bois. Donc, on provient de plusieurs disciplines. Moi, je suis un peu en amont de tout ce groupe-là à cause de mon lien avec l'aménagement forestier. Mais donc, ce qui nous rassemble, c'est l'intérêt pour les matériaux renouvelables au sens large, mais le bois comme matériau renouvelable par excellence. C'est ça, je dirige là, une équipe d'étudiants gradués là, qui vont toucher à différents aspects de la sylviculture, mais aussi des propriétés des approvisionnements en bois. Et ce que disait Philippe, en fait, c'est vrai, j'ai tendance à toucher un peu à tout. La raison pour laquelle je touche à plusieurs choses, en fait, c'est qu'on développe beaucoup de la recherche en partenariat. Et puis, de la recherche en partenariat, mais ça veut dire là, qu'il faut s'adapter souvent aux besoins des partenaires de recherche. Alors, c'est ce qui m'a amené là, des fois là, à prendre des tangentes un peu, je dirais, que je n'avais pas anticipé dans mon programme de recherche. Fait que là, aujourd'hui, je vais vous présenter des travaux qu'on a réalisés dans les forêts feuillues, donc dans les forêts tempérées de la province. Ce qui était au cœur de mon mandat. Mais à travers ça, j'ai développé toutes sortes d'autres affaires. Entre autres, là, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent les données LIDAR, mais dans mon équipe de recherche, là, on a un stagiaire postdoctoral qui a développé et qui maintient là, le package R LIDAR, LIDR. Et donc, c'est devenu plus gros que mon programme de recherche lui-même. Mais donc, là, je n'en parlerai pas de ça aujourd'hui. Là, je vais parler plutôt des travaux qu'on a faits en sylviculture et transformation du bois, notamment chez les feuillus. Là, je vais vous partager ma présentation. Je vais y aller comme ça. Je pense que ça va être la meilleure façon. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, parfait. Alors, c'est ça. Je vais y aller. Je vais juste regarder le temps là, pour pas. Donc, on commence un petit peu plus tard. Veux-tu que j'essaye de sauver le temps ou non? Ça va? Parfait. Donc, c'est ça, ma présentation. Le message très, très simple que je veux que vous réalisiez dans cette présentation-là, c'est que la restauration forestière, bien souvent, est nécessaire pour différentes raisons, mais lorsqu'elle est nécessaire, elle ne peut pas, ou en tout cas, se réaliserait difficilement sans l'existence de voies de valorisation pour le bois. Ce que ça veut dire, ça, c'est que j'imagine que la plupart d'entre vous avez une vision beaucoup plus du point de vue de l'écologie forestière. Donc, je ne pense pas me tromper, Philippe, peut-être en me disant, là, c'est ça. Donc, vous avez une vision d'écologie forestière. Puis souvent, vous êtes capable d'identifier des problèmes associés à l'aménagement forestier ou associés au changement climatique ou associés à des insectes exotiques ou peu importe. Et
en même temps, vous êtes possiblement capable d'identifier des solutions. Puis, ce que je pense, c'est que dans plusieurs cas, les solutions dépendent, la mise en œuvre des solutions, souvent, elles sont assez simples, les solutions, mais leur mise en œuvre dépend de l'existence de voies de valorisation. Fait que je vais vous illustrer ça d'abord là, en prenant l'exemple très, très marquant du pain ponderosa en Arizona. Je pense que c'est l'exemple le plus facile. Puis je vais essayer de faire des parallèles finalement avec ce qu'on voit au Québec en faisant ressortir certains défis d'aménagement des forêts feuillues québécoises, en montrant comment on a essayé de décortiquer les mètres cubes de bois pour essayer de mieux de développer une meilleure sylviculture finalement. Puis, je vais conclure là, par un espèce d'appel à l'action. J'espère que ça ne sera pas trop décousu. C'est pour ça que je vous présente le plan de la présentation, là, parce que ce n'est pas la structure habituelle. Donc, je vais commencer tout de suite. Pour ceux qui ont vu mes autres présentations, j'aime commencer avec cette diapo-là, qui est une diapositive. Je ramène l'ancien président américain qui avait fait une citation qui peut avoir surpris certains d'entre vous. En fait, il a dit que it's about forest management. Please remember the words forest management. De quoi il parlait? Bien, il parlait en fait des feux dans l'Ouest qui ont été très, très spectaculaires dans les dernières années, entre autres en Californie, mais aussi dans le nord de l'Arizona. On peut même remonter jusqu'à dans l'État de Washington. Ce sont des forêts souvent dominées par le pin ponderosa qui ont brûlé de manière tellement intense dans les dernières années que ça cause de la déforestation. Puis vous pouvez voir là, toutes sortes d'articles un peu partout où est-ce qu'on se rend compte que des forêts qui étaient pourtant très, très bien adaptées au passage du feu, se sont retrouvées finalement à brûler très intensément et à ne pas pouvoir se régénérer. Donc, ce sont des feux qui causent la déforestation. Ça, c'est notre perspective à nous. Mais en plus de ça, ces feux-là, ils ont aussi causé des dommages matériels, humains et sociaux là, très, très, très importants, à des coûts absolument astronomiques. Et c'est là que le président, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça vous a peut-être même fait sourire, l'ancien président américain avait dit si le service forestier américain ne fait pas une meilleure job avec les forêts, c'est vraiment à cause de l'aménagement forestier qu'on a ces feux-là. On va couper leur financement. Fait que là, ça fait sourire un peu. Comment donc, pourquoi il associe les feux dans l'Ouest, on sait qu'ils sont spectaculaires, mais pourquoi il associe ces feux-là à l'aménagement forestier? Jusqu'à un certain point, on peut dire qu'il a raison. Bon, la façon de le présenter n'était peut-être pas la bonne, mais quand même, il y a un principe là-dedans qui est vrai. Donc ici, là, ce que vous voyez en haut, vous voyez mon pointeur, c'est-à-dire ma souris, ouais. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est le même endroit qui évolue dans le temps. OK? Et donc, la photo d'en haut, c'est une vieille photo du nord de l'Arizona. Donc là, on est proche du Grand Canyon. Donc, le nord d'Arizona est très, très forestier, là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, là, ceux qui n'ont pas visité la région. Et ce sont des forêts qui, évidemment, c'est un climat quand même assez sec, et ce sont des forêts qui, naturellement, ne sont pas très denses. Donc, ce n'est pas notre idée là, d'une forêt. Donc, le paysage naturel là, ressemble à ça. Donc, ça, c'était avant j'aime pas dire, c'est peut-être pas le bon mot, la colonisation, mais en tout cas, avant que les populations européennes viennent sur le territoire puis deviennent plus prépondérantes, là, en tout cas plus nombreuses. Et c'est quand même assez récent, donc dans l'Ouest américain. Et donc, les forêts là, qu'ils ont trouvées au départ ressemblaient plus à ça. Donc, c'est un mélange d'arbres, des pins ponderosa, très grands, avec un peu de régénération, mais beaucoup de plantes herbacées. Et là, avec le temps, avec l'augmentation des populations européennes dans cette zone-là, ce qui s'est produit, c'est qu'on a vu finalement la forêt se densifier. Puis les forêts d'aujourd'hui ressemblent beaucoup plus à ça. Donc, on voit là, dans le temps que cette chronoséquence-là là, a été très, très commune. Et donc, quand on se promène dans ces territoires-là aujourd'hui, on voit des forêts quand même assez fermées. Pourquoi ça s'est produit, ça? Il y a plusieurs facteurs, mais 4 en particulier. Le premier ici qu'on voit, là, c'est le pâturage. Donc, le fait que les colons là, amenaient le bétail avec eux, ça a fait en sorte que les moutons, mais aussi les autres animaux là, qui broutaient dans les champs,
ont fait évidemment une grande pression sur les plantes herbacées, ce qui a diminué la compétition pour la régénération des pins ponderosa. Donc, les pins ponderosa, tout d'un coup, étaient plus capables de germer et de s'établir. Après ça, il y a eu aussi la récolte des arbres. Ça a un effet peut-être un peu moindre, mais les gros arbres qui ont été récoltés, évidemment, c'était des arbres qui étaient les plus gros dans ces endroits-là et c'était ceux qui faisaient de l'ombre, finalement, aux autres arbres et qui, donc, contrôlaient jusqu'à un certain point là, le nombre d'arbres par hectare qu'on avait. Et donc, ils ont transformé la structure forestière en récoltant les plus gros arbres. Deux autres facteurs très, très importants aussi. Le premier, c'est que le climat dans le 20e siècle a été particulièrement humide dans cette zone-là de la planète, de manière anormalement humide, si on le regarde là, sur plusieurs siècles ou plusieurs décennies. Et l'autre chose, évidemment, c'est que ça a été associé aussi à la période là, de répression des feux. Donc, on est dans des forêts nationales américaines qui ont été créées environ là, au début des années 1900. Et vous savez, là, avec Smokey the Bear, vous savez que ces forêts-là ont été protégées le plus possible là, pour éviter les feux. Donc, les quatre facteurs ensemble, dans un siècle, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement transformé la structure forestière. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'on a une forêt comme ça et que le feu passe, donc dans le 21e siècle, comme vous le savez, on est de retour vers des températures non seulement chaudes, mais aussi un climat très sec dans cette zone-là de l'Ouest américain. Et ce qui arrive quand, ce que je n'ai pas dit ici, là, dans le fond, c'est que ces écosystèmes-là étaient adaptés au passage très, très fréquent des feux de surface, donc des feux là, dans les plantes herbacées. Et les grands arbres comme celui-là résistaient assez facilement au passage du feu. Et encore mieux là, si celui-là, il y a du feuillage jusqu'en bas, mais encore mieux là, si comme celui-là, là, il pouvait avoir un certain élagage naturel. Donc, le pin ponderosa a une écorce très, très épaisse. Ce qui le rend résistant au feu. Et donc, le passage répété des feux contrôlait aussi la structure des forestières sans toutefois tuer les arbres dominants. Donc, on s'imagine là, que si le feu aujourd'hui, suite à cette période de densification forestière-là, passe à un endroit comme celui-là, il y a tellement de connectivité maintenant entre les cimes que le feu va prendre, ça ne sera pas seulement un feu de surface, ça va être un feu de cime qui va être très, très, très intense et qui va causer finalement, là, c'est d'une intensité telle que ça va causer de la déforestation. Et donc là, comme écologistes, les écologistes de l'endroit ont bien compris le principe, les processus, et on dit, en fait, la solution est quand même assez facile. Ce qu'il faut, c'est faire de la restauration forestière. Et la restauration forestière, ça veut dire, ici, là, encore une fois, l'arbre qui est encerclé ici, c'est le même qu'on retrouve ici. Ça veut dire de faire ça, finalement. Eux, ils appellent ça de l'éclaircie, là. Mais donc, l'idée, c'est d'aller enlever ces cohortes de petites tiges-là qui sont en régénération, qui se sont régénérées, pas nécessairement en régénération, mais en croissance, qui se sont régénérées de manière anormalement dense pour ces écosystèmes-là, et puis de restaurer donc un territoire comme celui-là. Donc, la restauration forestière, encore une fois, la solution est vraiment simple. Ça a pris un siècle là, à arriver avec une forêt qui n'était pas naturelle, mais ce n'est pas si compliqué que ça, finalement, de revenir à une forêt qui a un état plus naturel. Sauf que là où ça se complique, c'est que juste en Arizona, puis là, on ne parle pas de la Californie, on ne parle pas de l'Oregon, on ne parle pas de l'État de Washington, seulement en Arizona, qui n'est pas un État très, très forestier, on estime qu'il y a 28 millions de mètres cubes de bois comme ça qu'il faudrait qu'ils soient éclaircis pour être en mesure de restaurer l'ensemble des forêts nationales de l'Arizona. Donc, c'est énorme. Fait que mon point, pour vous montrer ça, 28 millions de mètres cubes, là, imaginez-vous que toutes les usines de sciage du Québec, il faudrait qu'ils s'approvisionnent pendant 1 an seulement avec ce bois-là, seulement en venant de l'Arizona. Donc, vous voyez un peu le défi. Ce qui est intéressant ici, c'est que la personne qui m'a envoyé ça, c'est un collègue qui est un ancien postdoc, et il a été recruté chez nous parce que, justement, les gens de la faculté avaient, là-bas, de Northern Arizona University, avaient une compréhension du problème, puis ils se disaient, mais ça nous prendrait quelqu'un qui connaît la valorisation des
petites tiges d'arbres, donc ils sont venus chercher au Québec, le, le chercheur. Mais donc, donc, vous comprenez un peu le principe, puis le principe de base est très, très simple. Puis l'idée, c'est ce que je veux faire ressortir, c'est qu'en fait, on a beau avoir des bonnes intentions, mais 28 millions de mètres cubes, comme je le dis souvent, ce n'est pas avec une scie à chaîne, un 4 roues et un pick-up qu'on va être capable d'éclaircir ça. Ça prend des voies de valorisation. Quand on considère le coût social de ce problème écologique-là, je me dis, si c'était au Québec, il me semble qu'il y aurait probablement, très, très simplement, là, je pense que les gens, il y aurait un investissement, je pense que l'État interviendrait, puis je pense qu'on créerait ces voies de valorisation-là assez facilement, parce qu'à cause du coût qui est tellement important. Aux États-Unis, ça ne marche pas de la même façon. J'ai de la difficulté à m'expliquer pourquoi il n'y a pas une initiative majeure de restauration des forêts. Mais donc, ce que disait le président Trump à l'époque, ben, il y avait jusqu'à un certain point, en tout cas, un peu raison, mais ce qui manquait justement, c'était les voies de valorisation. Il y a des gens qui y travaillent présentement, mais on me semble encore loin d'être capable de mettre ça en œuvre. Donc, je résume, la transformation du bois, je pense qu'elle va jouer vraiment un rôle déterminant face aux défis d'adaptation des forêts au changement climatique. Donc, sans les voies de valorisation, il ne sera pas possible d'aménager la forêt pour augmenter la résilience et la résistance des écosystèmes forestiers. J'espère en tout cas que vous êtes d'accord avec ça. Le danger, justement, c'est comme dans le nord de l'Arizona, ils n'ont pas vraiment d'industrie forestière qui sont capables d'aménager ces forêts-là. Donc, c'est ça. Souvent, on justifie comme forestier, là, je me mets de mon côté. Moi, comme forestier, on justifie les activités forestières par son activité économique qu'elle va générer, par le fait qu'on répond à des besoins de la société en produits. Puis même, on va utiliser aussi comme justification le fait que finalement, le matériau vient souvent substituer à d'autres matériaux qui sont beaucoup plus polluants. Alors, on dit, ben, si on ne faisait pas de foresterie, si on n'interviendrait pas dans nos forêts, si on ne l'aménageait pas, cette forêt-là, même si on sait qu'on a un impact sur l'écologie de ces forêts-là en aménageant, mais si on ne les aménageait pas, bien, il y aurait tout le problème des changements climatiques qui pourrait être exacerbé. Par contre, comme justification, c'est assez rare qu'on évoque le rôle de la transformation du bois face aux défis de la restauration forestière. Fait que c'est ça que je vais essayer de vous amener. Puis là, je veux vous amener donc une réflexion sur les différents défis d'aménagement que je perçois dans les forêts feuillues québécoises. Là-dessus, je vais me baser sur des travaux qu'on a faits en sylviculture et en qualité du bois. Puis c'est cette partie-là que j'espère qui ne sera pas trop décousue. D'abord, le portrait d'ensemble. Donc, le portrait d'ensemble, la possibilité forestière, là, si on regarde, évidemment, c'est un tableau, ce n'est pas super facile. Je vois que Juliane est là, elle travaille au forestier en chef. C'est le tableau le plus récent. Et on voit là, que pour des espèces de la forêt feuillue, que j'ai mis en orange ici, mais il y a eu une diminution à partir des années 2000, surtout là, avec la création du bureau du forestier en chef, les nouvelles méthodes de calcul. Il y a eu des diminutions importantes de la possibilité forestière pour les espèces des forêts tempérées du Québec. Et on voit là, que ça s'est soit stabilisé ou il y a eu une légère augmentation là, dans les dernières périodes. Ça, c'est pour la possibilité forestière. Maintenant, il y a un aspect particulier de cette possibilité forestière-là, c'est que ce sont seulement des mètres cubes. Et vous le savez, dans la forêt feuillue, les mètres cubes de bois, ils ne sont pas tous créés égaux. Il y en a qui vont servir seulement à faire du bois de trituration, mais il y en a d'autres. Donc, ce qu'on cherche, là, c'est le bois qu'on dit noble, le bois qui va nous permettre de faire des produits à haute valeur ajoutée et qui ne sont pas si importants que ça dans le paysage forestier, là, en fait, c'est ça, il y a des fortes proportions de bois qui ne sont pas de qualité suffisante pour faire ça. Et donc, puis l'autre aspect, c'est que la possibilité forestière, c'est la capacité productive de la forêt. Et on sait là, que, c'est ça, la forêt feuillue, comme vous le savez, là, elle a le désavantage d'avoir été dégradée par toutes sortes de facteurs, dont l'aménagement qu'on y a fait là, dans le passé, mais on voit qu'il s'ajoute d'autres choses là, présentement, comme des maladies exotiques et des choses comme ça.
Mais donc, la possibilité forestière, il faut faire attention parce que ce n'est pas la récolte, ce n'est pas ce qu'on récolte. La quantité de bois qu'on va récolter, elle, c'est déterminé finalement, c'est mesurable aussi. Et là, ici, ce qu'on a fait dans un article de Claude Durocher, c'est qu'on a regardé la période 2008 à 2013. Pourquoi on n'a pas fait après? C'est qu'une fois qu'ils ont créé le bureau de mise en marché des bois, ça devenait beaucoup plus difficile de suivre ces statistiques-là. Mais là, ce que vous devez regarder ici, regardez là, notamment les érables. Ici, c'est bouleau blanc et bouleau jaune, donc on ne distingue pas les deux, là, mais les érables, on voit très bien là, que la proportion de la possibilité forestière qui est réellement récoltée est assez faible finalement dans toutes les unités d'aménagement forestier où est-ce qu'il y a des quantités appréciables d'érable. Et donc, on est bien en deçà de la capacité productive de la forêt dans notre récolte. Mais ça, alors qu'on pourrait penser que c'est une bonne chose, moi, ça m'inquiète. Pourquoi ça m'inquiète? C'est parce que c'est un reflet beaucoup probablement de l'état de ces forêts-là et notamment du fait qu'il y a probablement des endroits où on n'est pas capable économiquement d'intervenir en forêt. Il n'y a simplement pas assez de preneurs. Donc, c'est nos voies de valorisation qui ne sont pas assez existantes. Donc, on revient au problème de tantôt. Les voies de valorisation, on disait qu'elles étaient importantes. C'est ces voies de valorisation-là qui n'existent pas partout. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que dans les résultats de la même étude, ce qu'on voyait, c'était finalement qu'un des facteurs pour expliquer le ratio entre la récolte et la possibilité forestière, donc c'est ça que vous avez ici là, sur l'axe des Y, ça, c'est pour l'ensemble des espèces, ce n'est pas seulement pour les forêts feuillues. Donc, c'est pour l'ensemble des espèces au Québec. Un des facteurs principaux, c'était la distance. Mais là, attention, de pas n'importe quelle usine. C'est l'usine de pâte et papier, mais pas encore n'importe quelle usine de pâte et papier, ceux-là qui prennent du bois de trituration feuillu. Pourquoi? Parce que même en forêt boréale, le fait d'avoir accès à des peuplements mélangés avec du peuplier, des voies de valorisation, par exemple, pour le peuplier et le bouleau à papier, c'est un facteur clé. Donc, plus on est loin de ces usines de valorisation du bois feuillu. Vous le savez, vous le vivez dans l'Outaouais avec le fait que Fortress ne soit plus en opération. Ça cause des problèmes énormes en aménagement parce qu'à chaque fois qu'on va récolter un arbre, même si c'est un arbre de qualité, bien, il va générer des coproduits qui doivent être valorisés autrement. On ne peut pas les jeter. Donc, le fait que ces usines de transformation-là soient plus loin, ça augmente les coûts de transport. Si ça augmente les coûts de transport, ça vient mettre une pression économique qui peut faire en sorte que ça devient plus viable financièrement de faire de l'aménagement forestier dans ces forêts-là. Comme je vous disais, qu'il y avait une pression financière à considérer. Ici, c'est une autre étude où on avait regardé. Ici, c'est la valeur telle que perçue par une usine de sciage. Donc, ça va revenir beaucoup dans ma présentation. Comme on travaille à l'interface entre l'aménagement puis la transformation du bois, on se place souvent au niveau financier dans la perspective d'une usine de sciage parce que pour elle, c'est souvent elle là, qui est le facteur clé finalement de l'aménagement d'une forêt. Les bois sont souvent acheminés directement à l'usine de sciage. Par la suite, ça va générer des coproduits. Donc, dans cette perspective-là, les planches sont des revenus, mais les copeaux sont également des revenus. Puis les coûts d'opération forestière sont les coûts. Donc, ce qu'on voit ici, ce sont les revenus et de l'usine et les coûts d'approvisionnement et de transformation qui sont ici. Et ce qu'on peut voir, là, ici, ça représente plusieurs peuplements forestiers à travers, si je me souviens bien, c'est en Outaouais, mais en tout cas, à travers la forêt feuillue du Québec. Et on voit là, qu'il y a certains peuplements forestiers où on est très, très proche, même certains, financièrement, ça ne vaut pas la peine là, d'aller intervenir là parce que l'état de la forêt fait en sorte que si on veut appliquer une sylviculture qui respecte les règles de l'art, bien, on va perdre de l'argent. Puis là, bien, évidemment, on a bien beau regarder l'industrie forestière puis faire des gros yeux, mais on ne peut pas forcer n'importe qui à aller perdre de l'argent en forêt pour réaliser la sylviculture qu'on veut qu'elle fasse. Ce qui va arriver, c'est que si ce n'est pas rentable, tout simplement, on ne pourra pas atteindre ces peuplements forestiers-là, puis on ne pourra pas les aménager, donc on va les extraire.
de notre aménagement forestier. Donc, pourquoi je pense que... Ah, puis d'ailleurs, c'est ça, dans les facteurs qui étaient les plus importants là-dedans. Donc, ici, c'est une analyse de sensibilité qu'on avait faite pour déterminer c'est quoi les facteurs qui déterminent le plus les profits. Mais ici, ce que vous voyez, là, la pente la plus abrupte en pointillé, c'est la valeur des coproduits. Donc, est-ce qu'on a une bonne valeur pour nos copeaux, pour nos sciures, pour nos écorces? D'accord? C'est pas mal là que ça se passe. Et donc, vous comprenez l'importance pour une entreprise, par exemple, comme les planchers de bois franc Lauson, d'être capable d'écouler leurs copeaux à un endroit comme Fortress était avant. Pourquoi ça m'inquiète ça quand je vois ça? C'est qu'en fait, c'est le problème des Smarties rouges. Lorsqu'on a à peu près 40 à 50 de la possibilité forestière qui est récoltée dans une zone donnée, quelle portion de la possibilité forestière vous pensez qui est récoltée en premier? Hein, si on se replace dans il y a plus de chances que ça se passe dans les peuplements forestiers qui ont déjà des bonnes caractéristiques, une bonne valeur. Et il s'agit qu'on fasse des petites erreurs sylvicoles, on fasse des petites erreurs. Et là, si on fait glisser un peuplement forestier plus vers la ligne qui est où est-ce qu'on ne fait plus de profit, bien, graduellement, on est en train de décrémer puis de faire en sorte que notre capital forestier est toujours un peu moins bon. Donc, idéalement, ça prendrait des interventions qui nous permettraient de partir de proche de la ligne de rentabilité puis d'aller plus haut, vous comprenez? Mais pour être capable de le faire, souvent, mon point, c'est qu'il va falloir être capable d'intervenir. Donc, c'est ça le problème. Le problème des Smarties rouges. Ce qu'on souhaite, c'est éviter les billets vers la crème. Donc, suite là, à la révision des effets réels des plantations, de la sylviculture feuillue, des coupes de jardinage en forêt aménagée par les industriels là, dans le début des années 2000. Il y a un rapport de la Direction de la recherche forestière du ministère des Forêts Fonds de Parc qui avait montré que la sélection des arbres non vigoureux n'était pas bien faite. Donc, il y avait trop d'arbres non vigoureux après la coupe de jardinage. Donc, alors qu'on verrait des arbres comme celui-là, qui c'est le même arbre à gauche et à droite, qui n'a aucun défaut, au niveau de la transformation, il est parfait. C'est le genre d'arbre qu'on voudrait avoir pour être capable d'alimenter nos usines de transformation du bois. Mais cet arbre-là, il reste qu'il est vigoureux. Puis, donc, l'idée de base des règles de sylviculture qui ont été mises en place par la suite, ils ont dit, ces arbres-là, on va les récolter seulement si autour, il n'y a pas d'arbres qui sont non vigoureux qu'on devrait prendre, parce que si on ne les récolte pas maintenant, ils vont mourir dans les prochaines 20 ou 30 années. Et s'ils meurent, on n'est pas plus avancé, c'est comme s'ils avaient été récoltés. Donc, on essaie ça, ce sont nos Smarties rouges, on essaie le plus possible de les laisser là, tant qu'on n'a pas une forêt qui a juste des Smarties rouges dedans, ou à peu près. OK? Disons que j'y vais au plus simple. Et donc, la sylviculture en forêt feuillue, comme vous le savez, là, c'est souvent réalisé au moyen de coupes partielles. Puis le fait de travailler avec des coupes partielles, ce que ça fait, c'est qu'on a des choix à faire. On a des choix de tiges à laisser sur place, puis on a des choix de tiges à récolter. Puis, l'idée du programme de recherche, c'est comment on pourrait mieux faire la sélection des arbres à récolter, justement pour comprendre le besoin finalement d'approvisionner des usines de transformation du bois, d'avoir des voies de valorisation pour le bois, qui sont aussi un moteur de restauration forestière. Et en même temps, c'est ça, de laisser un peuplement forestier derrière qui est à la fois vigoureux, qui pousse rapidement et qui donc nous assure un meilleur avenir. Donc, donc, ce sont des arbres comme ça. Là, ici, un sporophore qu'on peut voir. C'est un arbre qu'on va dire non vigoureux. Et l'idée, c'est qu'on veut prioriser, lorsqu'ils sont présents, la récolte de ces arbres-là. Évidemment, ça a des conséquences, ça, sur les approvisionnements en bois. Donc, ce qu'on voit ici, là, ce sont des approvisionnements en bois qui viennent d'une coupe partielle réalisée en Outaouais. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de coloration, il y a de l'acarie, il y a donc un bois à valoriser qui souvent va avoir des couleurs différentes. Donc là, quand il y a de la coloration comme ça, une planche d'érable, ça vaut moins cher qu'une planche d'érable qui aurait été toute blanche. D'accord? Peut-être même des fois, ça peut être la moitié de la valeur.
Et avec ça, on va être capable de faire des planchers, par exemple, rustiques, souvent de moins grande valeur, mais on ne sera pas nécessairement capable de faire les applications à plus haute valeur ajoutée qui seraient, par exemple, là, le mobilier des cuisines, là, les armoires de cuisine, les meubles, ces choses-là. Donc, ça a une conséquence. C'est pour ça que mon programme de recherche touche un peu là, à différentes échelles là, aux propriétés du bois. Ça, je vais passer ça rapidement. Ce qu'on a fait, donc, on a travaillé à différentes échelles. La première, on a regardé les variations régionales. Et là, on s'est basé sur les caractéristiques externes des arbres. Dans ce cas-là, là, ce qu'on a, ce sont l'ensemble des placettes temporaires du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et par différentes classifications là, qui sont utilisées pour caractériser la qualité des arbres feuillus sur pied. Bien, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des zones d'endroits où la qualité moyenne des arbres est plus élevée qu'ailleurs. Notamment, là, on voit là, que les Hautes-Laurentides, c'était plus élevé qu'ailleurs, mais qu'il y avait une zone en Outaouais là, où c'est plus faible. Rock-Ouimet était un co-auteur de cette étude-là. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait des chances là, que ça soit relié là, justement non seulement aux précipitations acides, mais aux charges acides qu'il y a dans le sol déjà. Mais il demeure que, bon, on a été capable de décrire la variation, mais que les principes sous-jacents là, demeurent quand même assez mal compris. Mais il semble y avoir des zones où ça devient encore plus un défi, puis il y a des zones en Outaouais là, où c'est le cas, certainement. Donc, l'idée, c'est qu'on s'est dit, on va descendre à l'échelle des arbres, puis on va essayer de décortiquer nos mètres cubes de bois pour essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Puis là, ici, donc, on revient avec les mêmes données, les données des placettes temporaires. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, on s'est dit, il y a 4 états qu'un arbre peut avoir. Si on regarde de manière binaire, chacune des variables qui sont la vigueur et la qualité des arbres. Donc, la vigueur, on l'a défini ici en termes de ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup la probabilité de survie des arbres à l'aide du système MSCR là, qui est utilisé en forêt feuillue au Québec. Et on a regroupé donc les classes M et S comme étant les classes non vigoureuses, puis les classes C et R comme étant les classes vigoureuses. D'autre part, on a regardé au niveau, je vous disais, là, les classifications externes de la qualité du bois. C'est un classement qu'on appelle ABCD, donc c'est 4 classes, A étant la meilleure classe de valeur et de qualité, en fait, puis D étant la pire, mais D n'ayant, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'il y a peu ou pas de sciage, ce serait seulement du bois de trituration dans un arbre donné. Puis ce qu'on peut voir, dans le fond, là, dans ce portrait-là qui touche l'ensemble de la province, c'est qu'on a remarqué que la distribution en fonction des classes de diamètre de ces arbres-là n'était pas égale. Donc, bon, la première chose qu'on peut éliminer, là, c'est les arbres qui sont de faible vigueur et pardon, il ne faut pas que je me trompe, là, ouais, de vigueur élevée et de faible qualité, il y en a très, très peu. Par contre, les arbres non vigoureux peuvent être soit de haute qualité ou de basse qualité. Et les arbres, donc en général, là, les arbres vigoureux sont de qualité. Donc, si on regarde les arbres vigoureux, ici, c'est cette courbe-là. Ça, ce sont les arbres qu'on pense qu'ils vont survivre pendant longtemps. Donc, ce n'est pas très surprenant, là, ce sont les plus petits en général de notre forêt. Mais on voit que dans les classes de diamètre assez petites, nos érables à sucre au Québec ont tendance là, à être dans une forte proportion à la fois vigoureux et de qualité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on voit que alors qu'on avance dans les diamètres, la proportion d'arbres vigoureux de qualité se fait tranquillement remplacer. Évidemment, là, ça, ce n'est pas une chronoséquence, c'est un cliché dans le temps, donc il est possible qu'il y ait un effet de l'aménagement là-dessus. Mais on voit que dans les diamètres plus élevés, bien là, il commence à y avoir de plus en plus d'arbres qui ont une faible vigueur, une perte de vigueur, mais qui ont maintenu leur qualité. Puis là, mais si on augmente beaucoup, beaucoup en diamètre, bien là, ils vont avoir perdu à la fois leur vigueur et leur qualité. Puis nous, bien, ce qu'on se disait, bien, c'est que la fenêtre de récolte, bien, en fait, c'est quand les arbres ont perdu leur vigueur. Là, on peut dire que l'arbre est mature. On peut dire qu'au niveau de la production, si on le laisse là, on n'aura pas une meilleure production forestière. Mais en même temps, donc, c'est ça, si on ne le récolte pas maintenant, il risque de passer vers sa qualité risque de décliner.
Donc, on essaie de le récolter quand il y a à la fois de la vigueur et de la qualité. C'était la même chose, là, le même patron, mais décalé un peu là, pour le bouleau jaune. Donc, c'est un portrait là, qui semble se répéter. Donc, on a poursuivi là-dedans, puis on a continué de raffiner nos études, puis on a descendu à l'échelle du terrain où là, encore une fois, dans un chantier en Outaouais, on a un étudiant qui a suivi le avant et après les coupes de jardinage. On s'est dit, qu'est-ce que en pratique, les industriels forestiers qui utilisent le guide MSCR, qui utilisent les règles, qui veulent appliquer une sylviculture qui respecte les règles de l'art, ça, c'était avant là, que ce soit des prescriptions qui soient faites par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, notre étudiant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des espèces de placettes plantons. Là, on voit les numéros qu'il avait mis sur les arbres. Il y avait une base de données de toutes les caractéristiques de ces arbres-là. Et puis après ça, il y a un martelage qui avait été effectué par une compagnie. Je pense que c'était la Coop des Hautes-Laurentides qui avait fait ça. Et on a suivi le avant puis après la coupe. Puis, ce qu'on avait trouvé à l'époque, c'est que les arbres non vigoureux, qu'on peut représenter ici par la classe M et S, avaient plus de chances d'être récoltés. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Les arbres qui étaient non vigoureux étaient priorisés dans la récolte. C'est ce qu'on souhaite. Mais il y a quelque chose qui nous a intéressés. Donc, on voit là que c'est la même chose pour toutes les espèces. Mais il y a quelque chose qui nous a intéressés particulièrement, c'est le fait que, je dirais deux choses. La première, c'est que, il y avait quand même des arbres vigoureux qui étaient récoltés. Et on voit qu'il y a quand même un biais assez important là, pour les tiges de fort diamètre. On voit là, donc que lorsque les arbres ont un plus gros diamètre à hauteur de poitrine, elles ont plus de chances, les arbres, ils ont plus de chances d'être récoltés. Donc, cet aspect-là nous avait quand même frappé. Donc, si on avait donc, vous dites là, ici, là, ce qu'on a récolté, c'est des arbres quand même vigoureux. Ce que ça implique, c'est que comme on n'est pas à une probabilité de 1 là, pour les arbres non vigoureux, mais ça implique qu'on va avoir laissé sur pied des arbres qui sont non vigoureux. Donc, même si on améliore globalement la vigueur de la forêt, on laisse quand même des arbres non vigoureux derrière. On a refait un peu des travaux similaires sur les terrains privés de Domtar dans les dernières années avec un étudiant là, qui s'appelle Guillaume Moreau, qui a trouvé, lui, que, on revoit là, encore une fois là, que les tiges de plus gros diamètre ont une plus grosse chance d'être récoltées. Donc, c'est la probabilité d'être récoltée dans une coupe partielle ici. Et un autre facteur qui est très, très important, on a retrouvé un peu les mêmes choses, là, des arbres non vigoureux aussi avaient plus de chances d'être récoltés. Mais ce qu'on a trouvé aussi, c'était que la distance du sentier de débardage était un facteur très, très important pour déterminer les chances qu'un arbre soit récolté ou non. Ce que ça veut dire, ça, c'est que, dans le fond, notre coupe forestière qui va aller chercher environ seulement 30 de la surface terrière, parce que là, dans ce cas-là, Domtar sont souvent pris avec les réglementations de la Commission de la protection du territoire agricole là, dans les érablières. Et ils ne peuvent pas diminuer la surface terrière de leur forêt trop. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont concentrer leur récolte très, très près du sentier. Puis là, ce que je vous demande de remarquer ici, c'est le petit chiffre ici, là, 42 des tiges après les coupes de jardinage qui avaient été effectuées. Donc, évidemment, dans une optique sylvicole, là, ce qu'on veut, hein, c'est contrôler la lumière qui va au sol pour la régénération, mais aussi qui va faire pousser les tiges résiduelles. On avait 42 de nos arbres résiduels qui étaient trop loin du sentier, donc qui n'avaient même pas eu un changement de leur environnement de croissance dans 6 mètres de rayon autour d'elles. 6 mètres, c'est grand, là. Donc, 42 des tiges que si tu regardes à 6 mètres autour, il ne s'est rien passé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la récolte est très, très concentrée près du sentier. Et le sentier, c'est aussi l'endroit où est-ce qu'on va briser les racines, on accroche les arbres aussi. Et donc, on n'a pas fait vraiment on a un avantage au niveau de l'augmentation de la lumière pour les arbres résiduels, mais souvent, c'est ceux qu'on a maganés un peu en passant. Ce qu'on a vu aussi dans ces travaux-là, c'est que les arbres non vigoureux, donc ici, on a des arbres, là, encore une fois, avec le même classement de vigueur,
Puis là, on a regardé, c'est quoi la probabilité qu'on ait une détente de croissance suite à la coupe, qu'on ait une réaction de croissance. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, c'est assez faible finalement. Ce n'est pas surprenant quand on dit qu'il y a 42 des arbres qui n'ont aucun dégagement. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une très grosse réaction de croissance. Mais donc, ça ne dépasse pas là, les 35 pour les arbres vigoureux. Mais si on laisse des arbres non vigoureux, bien évidemment, ces arbres-là ont encore moins de chances d'avoir une réaction de croissance. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'était que finalement, les réactions de croissance qu'on observait, mais on pouvait prédire là, que s'il n'y avait pas de dégagement, donc si l'indice de compétition demeurait très, très élevé autour de ces tiges-là, bien évidemment non plus, il n'y avait pas de réaction de croissance. Donc, pour avoir une réaction de croissance, ce que ça prend, bien, c'est évidemment de dégager des tiges qui sont vigoureuses finalement. Puis si on en laisse 42 qui ne sont pas dégagés, bien, on a un problème. Ce qu'on a pu voir aussi dans ces travaux-là, c'est que la mortalité dans les forêts feuillues, c'est un processus qui peut prendre différents patrons, mais souvent, c'est très, très lent et graduel. Donc, on a vu 3 patrons, je dirais, plus fréquents, là, qu'on a représentés ici par 3 exemples. Donc, ici, là, celui qui est assez surprenant, là, c'est je dirais que c'est celui-là là, qui était en 40 de nos arbres morts dans notre étude par dendrochronologie. Là, on a pu dater leur mort. En fait, était mort dans les années 2000, mais suite à un long épisode de suppression de croissance qui originait dans ce cas-là là, de sécheresse et de défoliation par la livrée des forêts qui ont eu lieu dans les années 80. Donc, c'est pendant une longue, longue période, l'arbre a vivoté finalement des cernes annuelles de moins d'1 millimètre. Et bien, ce qu'on peut voir, c'est que des arbres non dégagés, qui sont non vigoureux, bien, même si on dégage un arbre comme ça, il n'y a pas de grosses chances qu'ils réagissent. Un autre facteur assez important, un autre 40 même je pense que c'était 45 ce patron-là, des arbres morts, suivait un patron où est-ce qu'on voyait une grande sensibilité, donc une grande variabilité de ralentissement et de détente de croissance qui se succédaient. Pardon, là, je n'ai pas la bonne courbe. Celle en pointillé ici, là, avec plusieurs détentes et aussi des pics là, de croissance, mais avec un déclin graduel. Donc, ceux-là là, qu'on retrouve ici. Donc, on dit là, un déclin assez continu. Donc, on voit là que, encore une fois, la période dans les années 80 qui a affecté la vigueur de ces érables-là, bien, l'arbre a survécu, mais graduellement, là, ça l'a amené vers sa mort. Puis, seulement dans je pense que c'était 10 des cas, si ma mémoire est bonne, c'était environ ça, on avait des patrons de croissance assez variables avec une mort que je dirais subite, là, suite à ici la flèche, c'est la coupe qui avait été effectuée. Donc, suite à la coupe, on a la mort, fait qu'on pourrait peut-être attribuer la mortalité dans ce cas-là à la coupe. Mais tout ça pour dire que on a plusieurs arbres non vigoureux, puis lorsqu'on a des arbres non vigoureux, même s'ils survivent, il est fort possible qu'ils ne produisent plus ou très, très peu de bois. Donc, d'où l'idée d'être capable d'identifier les arbres non vigoureux et d'être capable de les valoriser. On a continué à raffiner nos travaux, puis on a été jusque dans les suivis. Donc, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a suivi les arbres qui étaient récoltés, puis on les a suivis en considérant là, chacune des planches qu'ils contiennent pour être capable de mieux évaluer leur valeur sur pied. Donc, ici, on se place encore dans la perspective d'une scierie. Les planches sont des revenus, les bois de trituration sont aussi des revenus, mais on les vendrait à une usine de pâte. Dans ce temps-là, on simulait là, une vente à l'usine de Fortress. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est nos 4 classes de qualité qu'on voyait tantôt. Donc, dans le portrait que je vous avais monté à l'échelle de la province, on avait 4 classes de qualité, la meilleure qualité étant A, puis la qualité la plus faible étant D. Puis là, mais ce que je répète souvent, c'est que pour une usine de sciage, ce qu'il faut voir, c'est que du bois, là, ça peut être réduit finalement à des approvisionnements en mètres cubes. Donc, eux, ils s'approvisionnent en mètres cubes de bois de classe de qualité donnée. Ce qui est intéressant de voir dans nos suivis, c'est qu'évidemment, là, on voit que les arbres A ont une bien meilleure valeur pour une série que les arbres D là, qui se retrouvent ici. Mais il y avait un autre aspect qui nous a intéressé, en fait, c'est qu'on a vu une tendance à ce que les arbres A
de très, très gros diamètre, ben, leur valeur par mètre cube, ce n'est pas qu'ils valaient pas cher parce que ce sont des gros arbres, ils étaient beaux à l'extérieur, mais on voyait que les défauts internes avaient tendance à diminuer leur valeur. Puis il semblait avoir un optimum de valeur plus dans des diamètres qui sont quand même assez petits pour la forêt feuillue, de 40 centimètres. Donc ça nous a assez intrigués. Un autre aspect aussi de nos travaux qui est intéressant, c'est que parmi les défauts qui sont utilisés pour estimer la vigueur dans ce cas-là, il y en avait seulement deux là, qui semblaient avoir un impact très, très significatif sur la valeur des arbres. Donc, ceux qui ont des sporophores, les champignons là, qui sortent, quand on a un champignon là, qui sort d'un arbre, ça veut dire que c'est juste la fructification du champignon. Ça veut dire qu'à l'intérieur du bois, il doit être pas mal en forme. Okay? Donc, ça veut dire nécessairement qu'il y a de la carie. Puis évidemment, les fentes aussi peuvent être associées à des problèmes qu'on va avoir sur les planches et à de la carie aussi. Donc, ces deux défauts-là, sur les 8 catégories de défauts là, de la classification qu'on utilisait, étaient les deux seuls qui avaient un impact vraiment significatif sur la valeur. Puis là, ce qu'on voit, évidemment, c'est des arbres qui n'avaient ni l'un ni l'autre de ces défauts, mais leur valeur par mètre cube de bois rond est très, très élevée. Ceux qui ont des fentes, ce n'est pas si pire. Ceux qui ont des sporophores et des fentes, là, ils valent presque rien. D'accord? Là, il est trop tard. Si on attend, si on a des arbres comme ça, valoriser ces arbres-là, ça devient très, très difficile parce qu'on n'a pas les revenus et la valeur ajoutée qui est associée au sciage. Encore une fois, remarquez qu'on a notre optimum aux alentours de 40 cm. Si je vous ramène aux travaux qu'on avait regardés, là, tantôt on a regardé, je vous ai dit, il y a deux choses qu'on a remarquées. Il y avait le biais vers les tiges de plus gros diamètre. Et on a aussi le fait que, il y avait certains arbres vigoureux là, qui étaient récoltés avant que tous les arbres non vigoureux soient récoltés. Là, on a dit, mais nous, là, si on simule ce que l'industrie a fait comme récolte, qu'est-ce que ça nous donne finalement comme valeur moyenne des arbres qui ont récolté par classe de diamètre? Puis ce qu'on peut voir finalement, c'est que l'industrie avait un biais, probablement pour diminuer le coût des interventions forestières. Au niveau des opérations forestières, ça fait diminuer le coût des opérations forestières que de se concentrer sur les grosses tiges. Ce n'est pas vraiment compliqué. Pour récolter le même volume, on a seulement à abattre moins d'arbres. Donc, c'est moins compliqué, ça va plus vite. Sauf que pour la scierie, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'optimum était vraiment situé autour de 40 cm. Donc là, ici, l'optimum est mélangé par les caractéristiques des arbres qui sont récoltés et le fait que plus, pour un arbre de caractéristiques données, plus son diamètre est élevé, plus nos modèles nous disaient que la valeur allait être faible. Donc, c'était à la fois vrai pour le bouleau, pour l'érable à sucre, mais aussi pour le bouleau jaune. Donc, la sélection prioritaire des arbres, puis là, on voit là, qu'ils en ont laissé des non vigoureux. Ils en ont laissé ici des non vigoureux. Le fait qu'ils se soient attardés plus qu'ils aient priorisé les arbres plus gros, bien, il y a eu une perte de revenus. Fait que là, on s'est dit, on va essayer de la quantifier. Donc, ça, c'est la distribution de la récolte qui avait été effectuée à l'époque, qui montrait ce que l'industrie avait fait là, avec ses travaux. Puis nous, on a simulé, on s'est dit, si on changeait, il faut faire attention, on va changer, on va être dans le même graphique. Donc, si on changeait pour ce qui a eu lieu pour vrai, pour quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on retournait dans les placettes virtuellement. Puis là, bien évidemment, il faut faire attention parce que des fois, au niveau logistique, ça ne sera pas possible de changer la récolte d'une tige à une autre parce que, comme je le disais, on peut être loin du sentier. Puis, mais ça demeure un exercice de simulation. Mais vous voyez que ce qu'on faisait, c'est que lorsqu'il y avait moyen de sélectionner une tige plus proche de l'optimum de 40 cm, on le faisait. Toujours parmi les tiges non vigoureuses. Okay? On ne trichait pas. On allait toujours vers les tiges qu'on dit, ces arbres-là sont non vigoureux. On voit la différence. Là, vous voyez la différence d'histogramme de fréquence, ça fait ça. Donc, on vient de resserrer un peu. On a enlevé le biais finalement vers les plus grosses tiges pour l'amener vers les tiges de 40 cm. Ce que ça a fait comme changement pour l'usine de sciage, c'est des différences de 8 du mètre cube, soit environ le 5 de la valeur. Pour des usines qui scient 200 000 mètres cubes de bois rond par année, ben, c'est quand même des gains appréciables qui nous aident à faire un meilleur aménagement sans avoir, tout en respectant les règles de l'art. Puis, ce qu'on pensait aussi, c'est qu'évidemment, le fait de laisser des plus gros arbres au niveau écologique sur place, qui sont non vigoureux, bien, ils peuvent remplir un autre rôle quand même là, pour la faune, par exemple, ou la biodiversité. Donc, il y avait moyen peut-être de mieux organiser la récolte,
sélection des tiges pour arriver à nos résultats. Puis ce que je veux vous faire remarquer là-dedans, c'est que pour être capable de comprendre ça, bien évidemment, il faut être capable d'aller voir les paramètres dans une usine. Il faut qu'il y ait un lien entre l'aménagement et la transformation. Puis présentement, même dans les compagnies, ces deux unités-là sont deux unités qui ont des métriques de performance qui sont distinctes bien souvent. Fait que les opérations forestières vont vouloir diminuer leur valeur, leur coût par mètre cube de bois approvisionné à l'usine. L'usine va prendre ces mètres cubes-là qui vont être pris, puis ils vont vouloir optimiser la valeur qu'ils vont extraire de ces mètres cubes-là, puis leur productivité aussi. Mais il y a rarement une analyse complète de la sélection jusqu'au produit qui est réalisé. Puis on voit que le fait que finalement, les deux unités dans une même compagnie, ils se retrouvent à être un petit peu en compétition. Ce n'est pas vraiment de la compétition, mais c'est un peu de la compétition, même s'ils travaillent dans la même équipe. Au niveau régional, ce qu'on a pu voir justement, donc je vous ai parlé là, de vigueur, donc de sélection des tiges, mais on a parlé un peu de réaction de croissance. Il y a d'autres indices qui nous ont montré à l'échelle provinciale qu'il se passait quelque chose là, avec la croissance de ces érablières-là. Et donc, on a échantillonné 12 sites à travers la province au complet. Et ce qu'on avait vu, en fait, là, ici, il faut regarder, ça va être plus clair avec le bouleau, avec l'érable à sucre. Donc, c'est les triangles là, en noir. Et ce qu'on voit là, c'est qu'il y a un gradient, finalement, de proportion de coloration d'ouest en est. Donc, ici, là, les sites avec le 1, c'est plus à l'ouest de la province. Plus on allait vers l'est, moins il y avait de coloration interne là, du bois que je vous disais là, qui fait perdre de la valeur aux arbres. Là encore, on n'a pas été capable vraiment de bien comprendre tous les mécanismes sous-jacents. On avait quand même plusieurs variables, donc des facteurs climatiques là, qui pouvaient expliquer jusqu'à un certain point cette variation-là. Mais ce que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant dans cette étude-là, c'est la gamme d'âge qu'on pouvait avoir donc, entre nos échantillons. Donc ici, ce qu'on voit, c'est le nombre de cernes annuelles qui étaient colorées, qui avaient la coloration traumatique qui fait perdre la valeur aux arbres. Puis ça, bien évidemment, ça augmente beaucoup en fonction de l'âge. Mais au-delà du fait que c'est l'âge qui est un facteur, donc qui est un facteur important, ce qui m'a particulièrement marqué, c'était le fait que on avait des arbres ici qui avaient tous entre 24 et 32 cm. On voulait essayer de restreindre finalement les gammes d'âge. Puis malgré le fait qu'on a voulu restreindre les gammes d'âge, on avait des arbres qui partent d'une trentaine d'années jusqu'à 150 ans pour produire des arbres de 24 à 32 cm. Ça veut dire que toute cette gang d'arbres-là ici, là, bien, ils ne poussent pas rapidement et ont une moins bonne qualité. Okay? Donc, si notre sylviculture n'est pas capable d'accélérer la croissance des arbres, bien, on va produire plus de ces arbres-là. Mais c'est quand même assez fascinant de voir à quel point l'âge des arbres pour un même diamètre peut varier de manière vraiment marquée en forêt feuillue. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi important comme variation. Dans d'autres travaux, ce qu'on a pu voir, c'est que la coloration, c'est un processus qu'on dit d'origine traumatique. Ce qui se passe, c'est qu'on a des branches, comme on le voit bien ici, là, des branches qui vont s'élaguer très, très lentement. Et la coloration, c'est un processus qui est précurseur finalement à l'apparition de la carie. Au début, le bois n'est pas altéré, mais il va seulement changer de couleur. Mais dans des arbres donc, qui auraient des grosses branches, mais qui finissent par tomber, par mourir et tomber, mais se cicatriser très lentement, il va y avoir plus de coloration, alors que dans un arbre où est-ce que les branches vont mourir, tomber, puis s'élaguer rapidement parce qu'il y a une bonne croissance radiale, bien, il y a beaucoup moins de coloration, donc le bois va avoir tendance à avoir une meilleure valeur. Tout ça m'amène à vous dire que l'idée de base, finalement, de ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de faire en sorte que la sylviculture évite la dégradation des massifs, parce que quand on arrive avec une dégradation des massifs, à un moment donné, on arrive et qu'on ne peut plus rien faire. L'état de la forêt peut devenir un frein à la restauration. Donc, c'est un peu paradoxal, là, mais quand c'est trop épouvantable, bien, il n'y a plus de voie de valorisation possible.
Donc, quand on ajoute la maladie corticale du hêtre, là, ici, je vous rassure, on n'est pas en Outaouais, on est près de chez moi, fait que c'est pas encore aussi pire que ça en Outaouais, mais vous savez là, qu'en Outaouais, il y a des zones qui sont fortement affectées quand même par la maladie corticale du hêtre. Sébastien pourrait vous en parler longtemps. Ça se régénère par la suite en hêtre en dessous. Puis là, même, j'avais lu des textes là, de Jean de Lisport qui parlaient d'un effondrement finalement de l'écosystème qui peut arriver. Fait que là, c'est le parallèle que je veux faire avec l'idée du début d'écosystèmes qui ont besoin d'une restauration pour être capables d'être c'est ça, pour être capable de maintenir un écosystème forestier. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer là, avec des hêtraies qui se régénèrent en hêtres encore. Je ne pense pas qu'on ait vraiment de témoins de ça. Mais l'idée de base, c'est de dire, OK, il faut essayer d'éviter d'aller vers ça. Il faut essayer d'éviter que notre sylviculture nous mène à un état aussi dégradé de la forêt. Surtout si on sait qu'il va y avoir des choses qui sont difficilement contrôlables, comme des maladies d'origine exotique, comme ici, qui vont juste venir exacerber le problème. Donc là, on fait quoi? Quand on a atteint un état de dégradation excessive des massifs, mais là, il faut penser à d'autres voies de valorisation. Puis dans mon centre de recherche, on a essayé de regarder d'autres choses. Je vais vous faire grâce là, des molécules, tout ça. Je ne pense pas que ce soit votre dada. Mais on a fait plusieurs travaux que je résumerai très rapidement en guise de conclusion sur, par exemple, la valorisation possible des extraits qui peuvent fournir des voies de valorisation pour du bois de très, très faible qualité. On a vu qu'il y avait une valeur très, très élevée là, de molécules telles que la bétuline qu'on retrouve dans des produits cosmétiques puis qui est contenue dans des bouleaux jaunes. Il y en a encore plus de ces molécules-là dans certains bouleaux jaunes de faible qualité parce que souvent, c'est des molécules qui sont produites comme mécanisme de défense de l'arbre. Mais le problème, c'est que souvent, là, si on se mettait à produire de la bétuline à partir des arbres, ça fait une demande assez limitée. Ça ajoute beaucoup de valeur, mais c'est une demande assez limitée en termes de biomasse. Donc, on a regardé aussi d'autres voies comme la bioénergie. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les bois de faible qualité, les bois que Evelyne Tifo appelle les bois mal aimés, pour faciliter la restauration forestière finalement. Ce qu'on a vu, en fait, c'était intéressant parce que le fait que les bois étaient de moins grande qualité, qu'ils étaient plus pourris, il y avait plus de lignine. Donc, ça rendait les arbres de faible vigueur plus aptes à la conversion en granules. Puis on a vu qu'on pouvait, par différentes astuces, là, en traitant ces bois-là à l'eau chaude, augmenter leur contenu énergétique et leur performance mécanique. Et vous savez, quand on faisait ça, l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec une ressource dont personne ne veut finalement? J'ai pris juste 2 échantillons de travail comme ça, mais c'est ça les efforts qu'on fait pour essayer de faciliter la restauration forestière. Donc, en guise de conclusion puis d'appel à l'action, je dirais, si on reprend la citation du début, oui, c'est à propos de l'aménagement forestier, mais aussi, il faut considérer les voies de valorisation. Il n'y a pas d'aménagement forestier sans voie de valorisation. L'adéquation, pour moi, aménagement puis valorisation doit se maintenir. Puis, dans un contexte donc socio-environnemental, là, on voit que les exigences sociales envers la foresterie et l'aménagement forestier changent, mais aussi le climat est changeant. L'existence de voies de valorisation, c'est ça qui constitue notre moteur d'adaptation. Si on veut adapter notre forêt au changement climatique, sans se fier simplement à la capacité elle-même de la forêt de s'adapter, ça va prendre des voies de valorisation. Ça prend des voies de valorisation qui peuvent générer à la fois de la valeur, mais aussi une importante demande en biomasse, parce que sinon, ça demeure des vœux pieux, ça demeure des intentions. Puis, je pense qu'on a besoin d'une approche intégrée. Donc, l'idée, c'est d'essayer de vous ouvrir l'esprit à l'importance de la transformation du bois pour ces enjeux-là. Donc, quand je parle aux forestiers et aux écologistes qui sont pas mal ce que vous êtes, j'essaie de rappeler l'importance de l'existence des voies de valorisation du matériau parce que c'est la clé d'un aménagement forestier durable, surtout celle pour le bois de faible qualité. Pour les gens à qui je parle, quand je présente à mon groupe qui sont dans le centre de recherche sur les matériaux renouvelables, je leur dis attention, renouvelable, ce n'est pas parce que c'est du bois que c'est renouvelable. Ça dépend des pratiques d'aménagement forestier aussi. Donc, ce n'est pas une étiquette ce n'est pas une propriété du matériau.
Puis à tout le monde, ben, c'est ça, l'idée de base, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, ben, il ne faut pas que les écologistes forestiers, puis les gens de la transformation du bois deviennent deux tribus complètement séparées. Je pense qu'il faut continuer de maintenir des liens parce que s'ils ne restent pas connectés, on n'aura pas les outils pour être capable de faire de la restauration forestière, puis s'assurer finalement d'avoir un futur prospère avec des forêts qui sont en santé. Donc, pour aller plus loin, bien, ce que je vous installe un peu un appel là, ou une invitation à la collaboration. On a un réseau d'innovation. Vous connaissez peut-être le 2RLQ, là, qui est un réseau d'innovation axé sur les bois de plantation. On a aussi en transformation des matériaux un réseau équivalent qui s'appelle Matériaux renouvelables Québec. Je vous invite à regarder ce qu'on fait, mais en gros, ce sont des gens qui s'intéressent à la valorisation du matériau bois. Et ça, donc, c'est toute une gang de personnes qu'on voit ici qui travaillent dans notre centre de recherche qui, eux, tiennent beaucoup les solutions des problèmes que les gens en écologie forestière sont capables d'identifier. Puis pour moi, si on est capable de maintenir un lien, évidemment, ce ne sera pas dans tous les travaux, mais au moins que les gens s'intéressent à la valorisation du bois, qui ne voient pas nécessairement comme une façon de détruire la forêt, mais aussi comme une façon de l'aménager et de la restaurer, bien, je pense que là, ça va être très, très riche comme échange. Puis je terminerai en disant que ce groupe-là, comme vous, ils ont des valeurs environnementales très, très, très ancrées dans d'eux. Pourquoi ils travaillent avec le matériau bois? Bien souvent, mais c'est parce qu'ils veulent faire une différence au niveau environnemental, mais plutôt, ils voient évidemment la performance écologique du matériau par rapport au grand cycle là, du carbone sur la Terre. Donc, ce sont des gens qui sont pas mal pareils comme vous. Je côtoie les deux, puis les ambitions puis les intérêts sont très, très similaires. C'est juste que leur formation de base n'est pas la même, puis ils voient le problème d'une autre perspective. Donc, je m'arrête ici. Je pense qu'on a encore du temps, j'espère, en tout cas, qu'on a un peu de temps pour les questions. J'espère que ça a suscité une réflexion chez vous, puis que ça vous a intéressé. Puis, ça me fait plaisir d'en discuter avec vous par la suite. Ce que j'ai fait là, c'est-tu bon? Ouais. Oui, c'est bon. Hey, merci, Alexis. C'était très, très intéressant. Je suis certain qu'on va avoir des questions. On va prendre quelques questions là, en grand groupe comme ça. Puis par la suite, on pourra poursuivre avec le groupe restreint des étudiants. Mais je suis certain qu'on a là, des gens qui ont des questions. Et je ne suis pas surpris. Rebecca a une question. Vas-y, Rebecca. Bonjour tout le monde. Merci Alexis. C'était une super belle présentation. Ça fait du bien. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté une belle présentation. C'est juste côté forestier. Ça fait du bien. Mais j'ai plusieurs questions en fait. On va aller d'abord sur les 28 millions de mètres cubes. Est-ce que sais-tu comment ils sont répartis au niveau du Québec? Est-ce que c'est très fragmenté par exemple? Les 28 millions de mètres cubes dont je parlais, c'est 28 millions de mètres cubes qui se retrouvent en Arizona. Je n'ai peut-être pas été clair. Là. Ah oui, pardon. Mais oui, Donc, oui. Mais je se retrouvent en l'Outaouais après. Arizona et se retrouvent, en fait, c'est des arbres là, qui ont une qualité très, très faible. Ce sont des petites tiges. Oui, oui, oui. Parfois, on le voyait un peu sur les photos, là, parfois, ils sont tellement élancés qu'ils ne résistent même pas à leur propre poids. Donc, ce n'est pas des arbres là, qui sont bien adaptés à se développer dans des forêts aussi denses. Puis, en fait, pour répondre à la question, c'est concentré, c'est assez concentré. Donc, oui. au niveau des transports, ça serait, je ne verrais pas ça comme un grand... Excuse-moi, j'ai mélangé mes notes. Mais oui, mais l'Arizona, oui, je connais. Puis oui, j'ai vu, c'est assez concentré. Non, c'était plus côté Outaouais. Est-ce que, par exemple, pour faire des restaurations, des endroits où la forêt pourrait être en danger, on va dire, est-ce que sais-tu si c'est très fragmenté ou si c'est plutôt... OK, c'est une bonne question. Je n'ai pas regardé là, la question dans des travaux de recherche, je dirais, où est-ce qu'on a voulu vraiment caractériser là, la fragmentation des massifs, tout ça. Dans les forêts feuillues, bien, comme tu le sais, là, on travaille beaucoup en approche par chantier et puis ils vont souvent réussir à adapter leurs prescriptions sylvicoles dans l'état général de la forêt, mais aussi localement, là, il y a des parties qui sont moins belles
coup, ils vont prescrire d'autres choses, puis des parties un peu plus belles. Fait que oui, dans les chantiers, il y a une certaine fragmentation. Là où je pense qu'il y a une fragmentation assez importante, c'est quand on rajoute l'effet de l'envahissement par le hêtre et de la maladie corticale du hêtre. Donc, en Outaouais, là, on voit que ça forme. Dans le nord de l'Outaouais, il y a encore des zones qui ne sont pas tellement affectées, alors que dans le sud de l'Outaouais, là, pas mal toutes les zones sont affectées. Donc, mais au début, quand ça arrive, là, ça arrive par poche. Et puis, parce que l'insecte qui véhicule la maladie n'a pas une grande capacité de dispersion. Et donc, ça fait comme des îlots fragmentés, effectivement. Mais chez ça, il y a des gens qui ont... vous avez probablement une meilleure connaissance du terrain que moi là, pour savoir à quel point là, c'est fragmenté. Et ensuite, j'avais juste une autre question sur... tu as beaucoup parlé des coupes partielles et de l'effet que ça pouvait avoir sur la vigueur des arbres, puis le DHP qu'on peut prendre comme optimum pour récolter. Tu n'as pas mentionné les coupes rases et les coupes écuyennes. Est-ce que tu as des résultats par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça pourrait donner justement, si on récolte à 40 cm, pourquoi pas s'élancer sur des coupes écuyennes? Et c'est tout. Merci. OK, bien, c'est une bonne question. Je pense que ça peut fonctionner, des coupes, donc dans des systèmes là, de production où est-ce qu'on va régénérer par coupe totale, donc des forêts de structure écouyennes. Il y a quelques raisons qui me poussent à croire qu'on n'ira pas vers là complètement. Si je les résumais de manière simple, la première, c'est on veut appliquer un aménagement écosystémique et que on sait que le régime de perturbation dans ces forêts tempérées-là est vraiment très rarement là, affecté par des perturbations sévères. Donc, ça, c'est la première raison. On sortira un peu du principe de l'aménagement écosystémique, mais peut-être l'aspect peut-être un petit peu plus... l'autre raison là, qui est un petit peu plus pratique, c'est que je pense que dans nos forêts, il y a quand même, il faut faire attention, là, on a vu là, que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps à établir ces arbres-là, mais on a donc des arbres qui demeurent jeunes, qui demeurent vigoureux, puis qui ne sont pas très gros. Et donc, je pense que le fait de, les couper, on viendrait comme un peu gaspiller toutes les années de croissance. Donc, ce que je pense qui pourrait être une réponse un peu mitoyenne là, par rapport à la solution qui serait de tout couper. L'avantage de tout couper, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des choix, mais si on était capable de bien choisir des arbres qui sont quand même assez vigoureux, qu'on sait qu'ils sont vigoureux, qu'on sait qu'ils n'ont pas atteint leur plein potentiel encore, pour les laisser là. Puis qu'en retour, on acceptait peut-être de faire des coupes partielles de plus forte intensité. Peut-être qu'on aurait un juste milieu. Puis ce qu'on a vu dans les travaux qu'on a fait avec Philippe, là, j'en ai pas parlé, mais on voit qu'on peut avoir un certain impact sur le succès de régénération de l'érable. Ce n'est pas parfait, là. Il y a d'autres mesures qui doivent être mises en place, mais le fait de faire des coupes partielles plus fortes pourrait aider justement à maintenir seulement des arbres vigoureux, puis aussi à favoriser le succès de régénération de l'érable. Merci, Alexis. Il y a Benoît. Oui, merci beaucoup, Alexis, pour ta présentation. Tu parles beaucoup là, des différentes options de valorisation là, pour les bois de moindre qualité là, en Outaouais particulièrement. Est-ce que tu penses que ça va nécessiter vraiment des nouvelles infrastructures de l'industrie forestière pour traiter ces nouvelles façons de valoriser le bois? Puis est-ce que tu penses que ça va être durable dans le temps ou est-ce que c'est une fenêtre le temps qu'on on augmente la qualité du bois en Outaouais, puis après ça, cette nouvelle industrie-là qu'on va avoir, générer les infrastructures, vont devenir désuètes d'ici quelques décennies? C'est vraiment une excellente question. Par sa nature, là, tout le système de valorisation des bois, c'est un processus qu'on dit divergent. Contrairement à d'autres domaines manufacturiers où on prend plein de pièces A, B, C, D, E pour faire un produit F, là, on prend un produit, c'est-à-dire une pièce A qui serait l'arbre, puis là, on génère
le produit B, mais on génère aussi tous les coproduits, donc les planches B, puis là, après ça, C, D, E, F avec les copeaux, les sciures, les planures, l'écorce. Donc, ça fait en sorte ça, que c'est un système vraiment complexe. Souvent, ça implique différentes compagnies qui vivent ou pas. C'est comme une guitare, puis on dirait qu'il y a toujours une corde de la guitare qui n'est pas une corde en tout cas de la guitare qui pète. Fait que ça va toujours rester. Il ne faut pas penser que les voies de valorisation vont être quelque chose de stable. Ça ne sera jamais stable. Ça évolue vraiment très rapidement. C'est des milieux où il y a beaucoup de concurrence. C'est des milieux tough. Puis, au niveau social, bien, ça implique, là, quand il y a une grosse compagnie comme Fortress qui ferme, bien, il y a un gros impact là, social, puis c'est dur, ça. Puis, il y a un certain découragement, on le voit, là. Fait que moi, ce que je pense pas qu'on va réussir à restaurer une forêt au point, en tout cas pas de ma carrière. J'espère que dans un siècle, on aura une forêt extrêmement vigoureuse puis en santé partout au Québec. Je pense qu'on va toujours avoir à contrôler et avoir des voies de valorisation pour les bois de moindre qualité. Je pense que ces voies-là vont changer en fonction d'opportunités. Ce qu'on voit, c'est que les usines de pâte et papier, par exemple, les installations qui sont là, ils ont quand même une valeur. On peut les utiliser dans différentes applications de bioraffinage, tout ça. Puis, donc, c'est ça qui me donne espoir. C'est le fait qu'il y a quand même une assez grande flexibilité. Puis, malgré les échecs, des fois, ben, il y a toujours moyen de revaloriser puis d'être capable de se débrouiller avec. C'est ça, de trouver des voies originales de valorisation. Super, merci beaucoup, Alexis. Bien, Alexis, moi, je vais avoir d'autres questions. Je sais que nos étudiants du cours vont avoir d'autres questions. On va les garder pour tout à l'heure. Je veux te remercier au nom de tout l'ISPAR pour ta présentation, pour ta présence parmi nous. Puis, donc, je dis au revoir à tous ceux qui ne sont pas dans le cours. Merci d'avoir été là. Puis, pour les autres, on se revoit. Peut-être qu'on peut se donner un petit 8 minutes de pause, peut-être. Puis, on se reverrait dans 8 minutes.